voir, il a mentionné la loi. Il a parlé de la loi. Et la mère de Dieu, son mot, comprendre que cette loi-là n'existe pas. Je ne sais pas si je suis là. En 2023, je crois qu'il y a une loi qui a été promulguée, je crois la loi sur le numérique. Et évidemment, dans cette loi, nous retrouvons également certains éléments liés à la protection de données à caractère personnel. Cependant, cette loi-là n'est pas aussi exhaustive, à mon avis, comme nous pouvons le retrouver dans d'autres pays. Par exemple, dans cette loi-là, nous n'avions pas vu spécifiquement la durée de données. En fait, nous n'avons pas vu la durée spécifique que cette loi mentionne pour les données à caractère individuel ou personnel. Et je crois que cette loi-là a fait simplement référence aux lois déjà existantes en matière de la protection des archives physiques. Cependant, il y a des éléments sur cette loi-là qui doivent encore être revus ou peut-être ajoutés. Alors, M. Jean-Paul Ning a juste mentionné ici qu'après cette réunion, je vais me déplacer, mais juste avant d'y aller, j'ai une réunion avec le ministère de la Justice et avec un de leurs directeurs. En fait, le but de cette réunion-là, évidemment, c'est de pouvoir élucider certains aspects liés à la loi de la protection des données à caractère individuel. Donc, pour moi, il y a déjà un canevas qui est mis en place, cependant, il reste encore beaucoup des efforts qui doivent être faits par l'autorité de l'État en vue de pouvoir planifier à cet aspect. Vous avez été court, succinct et puis clair. Je ne sais pas dans la salle s'il y a, parce qu'on va le libérer, et je voudrais que si quelqu'un avait une préoccupation par rapport avec. Parce que la mission fondamentale des femmes du sexe humanitaire, c'est la préservation de la mémoire. Ce n'est pas l'un de ce que nous faisons déjà dans l'archiviste. Fondamentalement, le métier de l'archiviste repose sur la conservation, fondamentalement. Mais au-delà de la conservation, qui ne saurait pas être une fonction. Sinon, pas la dernière, il y a aussi d'autres. Donc, un message a la mission, c'est de pouvoir préserver la mémoire. Bien évidemment, on collabore avec des organisations pour lesquelles vous représentez. Donc, si dans la salle, il y a une préoccupation quant à ceux qui Boris est dans la salle. Je signale dans la salle qu'il y a aussi les représentants du PNE, Madame la secrétaire générale du PNE qui s'est fait représenter dans l'Atlantique. Je ne veux pas avoir de problème de rester dans le monde. Il y a la loi de la forme théorie il y a aussi l'accession. Je vois aussi dans la salle, il y a des ministères de l'Intérieur, c'est aussi très important pour faire des formations à toutes ces organisations. Alors, s'il n'y a pas de préoccupations, je crois que nous allons, avant de passer à la deuxième intervention, je vais demander de nous balancer le mot de Mme Joséphine Président. Oui, il y a une préoccupation. Madame. De manière à ce que les générations futures aient accès à ces documents-là. Nos coordonnées sont disponibles à travers le professeur Jean-Paul Nika. Vous pouvez nous contacter juste en face de l'ancien bâtiment Sofrail, le nouveau bâtiment d'Arabie. Nous, en tant qu'organisation, nous connaissons les besoins qu'il y a à ce service. Nous connaissons vos soucis. Pour opérer dans le domaine de ce domaine, nous pensons qu'en travaillant ensemble, nous pourrons passer en plus que la génération future ait accès à des informations qui peuvent être étudiées et les aspects, parce que la loi elle est générale, mais il faut un encadrement. L'intervention de Mme José Pierce. Mme José Pierce, elle est
présidente du Conseil international des archives. Donc, elle a fait un mot pour pouvoir vous souhaiter tous les archivistes la bonne fête. Juste après l'intervention de Mme Joséphine, nous allons continuer avec notre échange. Un court message, celle qui est donc la présidente du Conseil international des archives. En anglais, hein, le Conseil international des archives de plus en plus, c'est aussi un défi pour nous en tant qu'archivistes de traverser parce que les échanges, les discussions, et vous efforcez aussi à parler l'anglais. Alors je vais donc passer le micro. Il est doctorant, comme j'avais dit, à l'Université de Kinshasa. Il va nous parler sur l'Union démocratique du Congo. Bonjour à tous. Académique. Est-ce que vous arrivez aussi à réfléchir dans le sens où, afin de rehausser en fait l'image que l'archive est dans les pays ou dans les milieux éducationnels, s'il y a possibilité, par exemple, de commencer à annexer des brèches, de branches de tout ce qui est archive dans diverses sections, par exemple. Je dis, par exemple, au niveau de l'informatique de gestion, par exemple, commencer à, un peu comme si un cours comme on a des cours d'éthique, des cours qui sont peut-être pas forcément des cours de ces secteurs-là ou de ces domaines-là, mais au moins on met des cours qui donneront goût aux étudiants d'aller chercher plus et peut-être faire de métiers vraiment d'archive, peut-être des cours pour de master. Est-ce qu'il y a des réflexions comme ça qui sont en cours? Lors de ma réponse hier, j'aimerais proposer aussi que l'on puisse, voyons que l'informatique aujourd'hui, c'est même au niveau des humanités, ils ont un cours d'informatique déjà dans le niveau le plus élémentaire, déjà l'informatique. Nous pensons que déjà au département, il y a des cours qui sont déjà prévus dans la nouvelle révision, en fait, le nouveau programme que l'on se met en place. On a mis des cours en Monsieur. Bonjour à tous. Je suis Yves Combat. Je travaille pour Médecins sans frontières. Je suis archiviste mobile. Je accompagne 9 pays actuellement pour la gestion des archives. Et dans cette question de formation, c'est vraiment le temps d'en parler. Aujourd'hui, être archiviste, c'est qu'on est en train de voir, si tu n'as pas de relation, tu n'as pas de travail, si vous arrivez quelque part, c'est un informaticien qu'on confond à un archiviste, et quand les gens font une numérisation, ça s'appelle archiviste. Est-ce que les enseignants aujourd'hui, vous êtes aussi fiers des étudiants que vous faites sortir de l'université ou non? Un étudiant qui finit, qui ne peut pas réussir à un test d'entretien, un travail destiné à un archiviste et récupéré par un informaticien, est-ce que ça honore aussi les métiers? Donc, pour le dire, c'est aussi une question de l'État. L'État lui-même, il est presque démissionnaire. Si peut-être on va parler de la loi, et
vous regardez à la tête des institutions qui sont censées donner les modèles. Vous amenez un électricien à la tête d'une institution pour gérer les archives. Je ne suis pas contre les électriciens, mais quel message vous donnez aux archivistes? Donc, je pense que l'État lui-même, moi ce que j'ai dit, pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi membre de l'ICA. Pour l'année passée, j'avais dit, si vous êtes dans un service de l'État et que vous refusez de donner de l'argent pour qu'on garde les archives, ou vous êtes complice parce que vous ne voulez pas qu'après demain vos traces vous rattrapent. Ou donc, on se demande même, est-ce qu'aujourd'hui, là, ça vaut la peine de continuer à former des archivistes? Ou on doit se dire, ok, on avance parce que la nation demain peut disparaître. Et c'est tout ce que nous sommes en train de voir. On préfère parler, on préfère des discours, on préfère des réunions, alors que les autres sont en train de travailler comment protéger les données de l'État. Comment rendre l'administration transparente? Est-ce que ce programme, que ce soit à l'IDES, que ce soit à l'INEGI, ce n'est pas de dire qu'il n'est pas bon. Je pense, avec la montée de la technologie, c'est le temps de faire asseoir les gens, même pas seulement que ce soit entre les enseignants. Faites appel aux gens qui sont en train de travailler dans le domaine pour réfléchir sur ces programmes. Sinon, dans 5 ou 10 ans, on va se réveiller, il y aura plus d'archivistes dans ce pays. Merci pour cette... C'est Évariste Makaya, je suis archiviste à la RDA. Bon, je voulais contribuer par rapport aux archives numériques et physiques. Je pouvais dire que compte tenu de l'interdisciplinarité et de la pluridisciplinarité qui existe entre les sciences, il est important que l'archiviste puisse travailler avec l'informaticien. En fait, l'archiviste, il est censé de connaître aussi l'informatique. Puisque, par exemple, quand il s'agit de l'arbre de l'arborescence pour implémentation des plans de classement ou soit de la numérisation, donc il va falloir d'abord d'assurer l'archivage physique. Donc, c'est-à-dire, on doit d'abord élaborer physiquement les plans de classement ou soit les plans de gestion avant de l'implémentation numérique. Donc, c'est important d'abord que l'archivage soit d'abord physique soit bien tenu pour qu'on puisse avoir un bon archivage numérique. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution. De ce chevauchement entre l'informaticien et l'archiviste dans nos entreprises, pour nous qui sommes vraiment en train de travailler sur les archives. Ça, c'est une question très importante. Je pense que dans nos réflexions, nous pouvons quand même tenir compte de cela, parce que nous qui sommes en pratique, c'est ce que nous vivons. Pourquoi les informaticiens veulent prendre les décisions? Vous savez, la loi sur les archives, elle est trop ancienne. Et nous éprouvons déjà des difficultés, même lorsque nous voulons proposer quelque chose. Vous entrez dans la loi parce que nous devons avoir un soubassement, qui est la loi. Alors que la loi, elle est souvent incomplète. Elle est d'abord ancienne, et puis elle est incomplète. Elle n'est pas actualisée. Si nous regardons le code du numérique qui vient d'apparaître, il est actuel. Bien que nous pouvons critiquer cela, mais il est actuel. Je pense que c'est à cause de ça que les informaticiens peuvent prendre les décisions. Alors que nous savons qu'eux ne peuvent nous donner que l'outil pour travailler. L'informaticien n'est pas l'archiviste. C'est l'archiviste qui connaît
méthodes et tous les principes qui vont avec. Et pourquoi l'informaticien veut prendre les défis? C'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas actualisé notre travail. Comment nous allons actualiser notre travail? C'est avec une nouvelle loi. Maintenant, je voulais poser la question. Vous êtes professeur. Je vais retrouver dans une situation où un archiviste pourrait être poste menacé. Pourquoi? Parce que le cas où s'est retrouvé, on avait besoin de lui, mais avec le projet qu'il avait mis en place, les lieux étaient trop petits. L'entreprise ne pouvait que 2-3 locaux. On a immeuble en ville et ça coûtait déjà beaucoup d'argent. Mais ça avait besoin d'un archiviste. Alors, il est venu avec la vieille formule, il a proposé, non, on doit avoir un dépôt d'archives, moi je dois avoir ça. Ils ont dit, ok, nous avons besoin de toi, on n'a pas ce qui se passe. Alors, c'était un problème, soit le prochain emploi, soit partir. Et moi, c'était assez simple. En attendant, vous ayez cet entrepôt, en attendant de commander ces conteneurs, proposer une solution d'archivage électronique puisqu'il y aura un environnement avec moins de papier. Vous allez traiter quels sont les documents qui sont censés rester en format papier, les top priorités, et le reste c'est de façon numérique. C'est comme ça qu'il a, ça fait 3 ans qu'il gagne bien ça. Donc, deux fois, nous nous faisons passer des opportunités comme ça parce que tu viens inspecter, tu viens dans le cadre d'un marché, tu te dis, ok, ça, on va bureau le bâtiment archive, on ça. Quand tu dis ça, directement, même toi-même, tu perds confiance en toi, tu peux passer une opportunité. Qu'un informaticien va rater. Et puis, ça sera ça, la guerre. Merci. Alors, deux questions brûlantes. Le cœur du débat. Est-ce que les zéro papier est cher confrère, est-ce qu'on peut vraiment rester dans le zéro papier? Impossible. Parce que même dans les aéroports le plus, je ne sais pas, qui peut le monde, vous pouvez passer, non, ici tu vas juste scanner les passeports, ici, mais tu passeras par l'immigration leur passeport, please. Tu vas déposer le passeport. C'est-à-dire le papier garde son authenticité et sa raison d'être. Alors, le problème, c'est qui finance la conservation numérique à ton temps? Si c'est un problème. Si c'est les bailleurs de fonds, ok, ils vont financer, mais ils vont demander un droit sur la base des données. Ils vont vous dire que non, nous avons mis 5 millions, 4 millions d'euros ici, on ne peut pas prendre les risques, chez vous il y a des problèmes d'électricité, ceci. Le data center sera en Norvège. Donc, en fait, c'est une perte d'identité parce que ce sont les données des Congolais produites dans le cas des activités des Congolais qui sont logées à l'étranger. Ce sont toutes ces questions qu'on va se poser. Quels archives doivent rester physiques, il faut savoir. Et puis, sommes-nous prêts à préserver les données sur sa mémoire, par exemple? Donc, on a toutes ces questions. Vous allez bien sûr répondre ensemble avec nous ici, mais ce sont des questions. Alors, en conclusion, le défi de demain n'est pas de choisir entre le papier et le document, mais plutôt de garantir que le pôle, les droits, la mémoire et l'histoire sont accessibles, fiables et possibles pour les générations. On a ces trois choses. On a la transformation numérique, c'est autant humaine que la technologie. Donc, toute transformation numérique commence par l'homme. L'homme reste au centre. Donc, votre métier, votre présence reste là, quel que soit le numérique. Le défi n'est pas choisir entre le papier et le numérique. Le défi, c'est de construire une gouvernance commune où vous mettez en jeu plusieurs papiers. Alors, merci pour commentaire sur ce qu'il a déjà dit, ça a été très clair. Je vais vous laisser le temps de poser des questions si vous en avez bien sûr. Merci beaucoup de la parole. Bonjour à tous. Je répète,
Je ne parle pas en tant que politique, je parle en tant que scientifique. Et en tant que aussi un ancien artiste. La loi n'a pas encore été abrogée. Complétée par une loi qui a une dimension, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, qui renforce les pénalités. Ok? Mais, parlant de cette loi, vous allez comprendre la question qui va venir par après, est-ce que cette loi s'est pas mise? Est-elle encore d'application aujourd'hui? Par rapport à la justice, cette loi est-elle appliquée? Je prends un aspect juridique. Si vous avez le sur les tables, prenez l'article 8. Donc je venais de souffler à l'église. Les cellules de l'État sont liées au principe d'archives capables de vivre avec le temps, 30 ans, ou à l'inappropriation. Maintenant, je vais poser la question à un juge ici, ou à un juge. À quand remonte l'investissement d'archives de la justice à Niamey? À quand remonte l'investissement d'archives de la justice à Niamey? À quand? Je pose la question à la justice. Non. À un justice qui travaille de la justice. Qu'il soit dans un tribunal, personnellement, il faut passer la loi du juge de justice. Monsieur Djiboulou, c'est l'homme qui l'a dit, le greffier. Le greffier, non? Oui. C'est la justice. Oui. Le greffier qui répondait à ma question. À quand remonte, on a dit, de 30 ans à Niamey? Parce que la loi n'est pas encore imposée. Ne répondez pas. Ce sont des questions qui viennent. Oui, il y a des problèmes d'application de cette loi-là. La loi sur l'archive. La loi sur l'archive. La loi sur l'archive. Comme juge, comme archiviste. Dans la loi 78, c'est le 13, en juin 78, il y a l'article 40 qui dit, qui parlait en termes de sanctions. Hein? Oui, il a raison. Ça, c'est en termes de justice. Il a raison. De justice. Mais dans la loi numéro 78, il y a un article qui parle des pénalités aussi. Pas des pénalités. Mais quand vous regardez, beaucoup d'archivistes blaguent avec les archives. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a qui ici. Beaucoup de fonctionnaires archivistes sont fouillés via des réseaux sociaux qui punit qui arrête qui est dans le procès. À part les menaces, on va arrêter les gens, on va regarder les téléphones. Je ne fais pas la politique. Moi, je fais un commentaire scientifique. Qui a déjà été arrêté pour avoir fouillé une information via les réseaux sociaux. Ça se fait partout, au Parlement, partout, on fouille. On prépare quelque chose, mais l'information est partie. Est-ce qu'on a déjà appliqué cette loi ici? Voilà, si on peut montrer un peu de nationale. Venez, monsieur le conservateur, venez. Il est conservateur des archives à l'INAPO pendant plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Donc, sa carrière professionnelle est constituée essentiellement des archives. Donc, il a vu la poussière, il a grandi dans la poussière, il est resté dans la poussière et il a vieilli dans la poussière. Nous avons souhaité aujourd'hui l'honorer pendant qu'il est encore en 2019, on m'a contacté lorsque son collaborateur, je voulais dire son chef
principal, le conservateur Louis Manesson, qui était le premier conservateur noir aux archives nationales, quand il était décédé, j'étais au bureau, on m'a appelé, on m'a dit, monsieur le président, le conservateur est décédé, nous sommes à la mort, nous sommes en train d'organiser ce obsèques, si vous voulez venir. J'étais obligé d'y aller. J'ai acheté au nom de la communauté, j'ai sorti mon argent, c'était un palier, j'ai acheté une jarre de fleurs. Et j'ai pris au nom de la communauté un mot pour adresser à la famille. J'ai toujours dit, si les bibliothécaires disent que lorsque un vieillard meurt, qu'est-ce qu'il veut dire? Lorsqu'un vieillard meurt, c'est que le site de bibliothèque disparaît. Alors moi, comme archiviste, j'ai réfléchi aussi. Lorsqu'un archiviste meurt, bon, on peut dire, c'est l'histoire, c'est la mémoire. C'est la mémoire institutionnelle qui disparaît. Donc, nous avons consenti de pouvoir le nommer de son vivant. Et à votre nom, je vais le remettre un titre. Ramenez-moi d'abord ce portrait-là. D'après ce qu'il nous a expliqué, symboliquement, c'est un geste de reconnaissance. On voit un monsieur qui donne quelque chose. Donc, on a pu nous en approprier hier. Et avec le portrait, derrière, vous voyez, normalement, on devrait mettre des rayonnages et des classeurs derrière, ce que j'avais demandé, malheureusement, ce n'est pas fait. Bon, on va les mettre symboliquement, en attendant qu'on puisse avoir l'œuvre d'art. Merci beaucoup. Donc, nous allons accorder la parole, qui va peut-être parler pendant 2 minutes. Monsieur le conservateur, est-ce que vous avez un petit mot? Ce sont des archivistes qui sont aujourd'hui réunis. Ça n'a jamais été. Mais aujourd'hui, on va dire ce monde qui pense. Mon Dieu, quelle surprise! Quelle surprise! Je n'y attendais pas. Mais c'est vrai que je me rends compte que le pays évolue quand même. On se rend compte de l'importance de la mémoire. Ça, c'est un geste très important. Très important pour notre pays. On reconnaît l'importance de la mémoire de la nation. Alors, je ne sais pas pourquoi vous dire. Je suis plus vous dire merci, un grand merci. Vraiment. Que l'Éternel continue à nous guider. Et à préparer encore d'autres enfants pour nous imiter, pour sauver la mémoire de la nation. Mais nous le compensons. Ah, voilà donc, c'est sûr. Le problème du rapatriement des archives qui se trouvent être en Belgique. Mais il faut se dire que ce n'est pas parce que nous le disons qu'automatiquement ces archives-là doivent nous revenir. Non, je crois que des mécanismes de coopération entre États doivent être mis en place. Et dans ces mécanismes, il faut associer les professionnels que nous sommes. Parce qu'il faut se le dire, les archives sont les archives de l'État. Et l'État est représenté par une institution qui a la charge d'organiser les secteurs dans le domaine public, à savoir l'Institut national des archives du Congo. Mais le problème, c'est que l'Institut national des archives du Congo a des difficultés déjà pour son fonctionnement, d'autant plus que cette institution n'a pas l'expertise requise. Donc nous savons comment est-ce que nos institutions, ce n'est pas seulement l'INACO, toutes nos institutions sont politisées. En réalité, on devrait avoir de vrais techniciens, de vrais technocrates, des spécialistes du domaine qui devraient normalement être à la tête ou sinon parmi les membres, que ce soit du comité de gestion ou du conseil d'administration de ces établissements. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, nous pensons pour cette question éminemment politique que le rapatriement des archives coloniales qui sont conservées en Belgique et que l'État, à travers l'INACO, doit s'associer avec des professionnels et que ces derniers puissent apporter leur expertise, qu'on réfléchisse ensemble sur comment on peut faire en sorte que ces archives nous reviennent. Donc c'est une question éminemment politique. Mais
oui, on veut que les archives reviennent, mais ces archives seront conservées où? Dès lors que nous n'avons pas des infrastructures. L'INACO, comme je l'ai dit, n'a pas d'infrastructure requise pour pouvoir conserver les archives. Déjà, le peu d'archives qu'elle a, elle accuse beaucoup de difficultés, même en termes du personnel, donc des ressources humaines, pour pouvoir bien gérer cela, mais aussi de l'espace. Donc, si nous voulons aménager aujourd'hui le retour, le rapatriement de ces archives ici au Congo, où est-ce que nous allons conserver ces archives? Parce que nous n'avons pas des infrastructures. Bon, là, ce sont des infrastructures en termes d'infrastructures. Mais quand on parle maintenant de coffre-fort, donc des infrastructures numériques, là encore, c'est une autre paire de manches. Et nous n'en sommes pas encore là, mais néanmoins, nous ne pouvons pas aussi nous croiser les bras. Il est crucial que nous travaillons, que nous réfléchissons comment aborder toutes ces questions et que lorsque nous allons y mettre des moyens et que nous trouvons de vraies solutions à tout ce problème. Pour terminer, comment prévoyez-vous? Bon, je m'appelle M. Pierre-Aimé Mobembo. Pierre Mobembo. 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 Conservateur aux archives nationales de notre pays. Vous avez aujourd'hui plus de 40 ans. Faire comprendre à tout le monde, surtout aux enfants, élèves et étudiants, que les archives, ce n'est pas n'importe quel domaine. Conservation de la mémoire. Et les archives considèrent la mémoire de la nation, par exemple, ce qu'on appelle archives nationales. Ce qui fait que, comme vous regardez très bien, depuis que le monde a été créé, il y a eu toujours des gens qui étaient responsables de la mémoire de la collectivité. Et jusqu'au niveau de... Quand on a créé le Congo belge, on avait le service des archives du Congo belge. Ce qui fait qu'on a toujours pris des précautions pour bien conserver la mémoire. Et j'ai été visiter les archives du Congo belge en Belgique. Mais alors, il faut voir là où elles sont conservées, vraiment en sécurité. Ce qui fait que notre mémoire se trouve en Belgique. Voilà le combat que nous devons encore mener. Et la Belgique ne cède pas encore de nous céder maintenant les archives là parce que la Belgique dit la RDC n'a pas de bâtiment approprié pour conserver la mémoire. Avez-vous un message à la jeunesse? La mémoire de la nation. Il faut qu'on mène le combat. Il faut qu'on prépare déjà les jeunes gens à partir même de la maison. À partir de la maison, est-ce que l'enfant garde bien ses pièces scolaires? Ça fait déjà une prise de conscience. Au niveau de l'école, est-ce qu'au niveau de chaque école, est-ce qu'on a un service d'archives organisé où les dossiers des élèves sont bien conservés, les dossiers des étudiants sont bien conservés? Et c'est le combat qu'on doit encore mener. Et si je dis combat, c'est parce que même au niveau national, le bâtiment qui abrite maintenant les archives nationales, c'est un bâtiment qui était prévu pour un pays de passage. Et les archives du Congo belge allaient directement en Belgique. C'est-à-dire le gouverneur général allait à l'intérieur d'une province, on ramasse toutes les archives, nous amène à Léopoldville, on les met dans les caisses destination Belgique. J'ai été jusque là pour visiter. Il faut voir, pour aller voir ces malles-là. On pousse sur le bouton et vous descendez sous sol pour voir là où ces archives sont conservées. Donc toute notre mémoire se trouve encore en Belgique pour le moment, puisque nous n'avons pas un bâtiment approprié répondre de la Belgique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.